Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à introduire des domaines spatiaux, comme celui-ci, séparés du reste de l'univers par une discontinuité de champ, nous voyons ici en rouge, mais à l'intérieur desquels le taux d'évolution grand H, le taux d'expansion, défini toujours comme la dérivée temporelle de A sur A, dérivée par rapport au temps conforme ici, restait le même qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que ce A de t, comme vous le voyez ici, il a exactement le même effet à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le domaine bleu ici, vous avez A carré de t également. Et par conséquent, le H est le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous allons maintenant explorer les conséquences phénoménologiques fascinantes d'une autre possibilité, qui est l'inversion de grand H entre l'intérieur et l'extérieur. En présence de discontinuité spatiale, il devient en effet possible d'envisager que dans le domaine intérieur, le taux d'évolution, le grand H, ne soit pas égal à celui de l'extérieur, mais plutôt s'inverse au moment de la transition, ce qui se traduira immédiatement par des conséquences observables. Nous continuons à appeler ce grand H, donc la dérivée temporelle de A sur 1, ici, le taux d'expansion, bien qu'à de petites échelles, qui sont celles de nos domaines, donc par exemple ici à l'intérieur, il n'y a pas d'effet d'expansion observable, comme nous l'avons déjà dit. Mais par contre, ce même H est bien le taux d'expansion en temps conforme à grande échelle, c'est-à-dire que dans le domaine bleu, ici à très grande distance de notre masse, l'effet de A de t va se produire aussi dans ce terme-là et il produit une véritable expansion cosmologique. À la transition, nous avons jusque-là toujours postulé que grand H est continu dans le temps. Et ceci aussi bien dans le domaine externe que dans le domaine interne. Donc, le grand H ici était le même avant et après la transition, le grand H ici est le même avant et après la transition, et par conséquent, le grand H après la transition, à l'extérieur, reste égal à ce qu'il est à l'intérieur. Mais une autre possibilité est que pour le domaine interne seulement, H s'inverse, et donc se transforme en moins H. Et voilà alors le type de métrique que nous devrions avoir, à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qui a changé? La première chose que l'on peut constater, c'est que si l'on considère cette métrique à l'instant petit t égale grand T ici, on a donc A4 de grand T sur A2 de grand T, c'est-à-dire A carré de grand T. Et ici, on a quoi? A carré de grand T sur A4 de grand T, donc 1 sur A carré de grand T. On voit bien que la métrique s'est inversée entre l'intérieur et l'extérieur. Ça a toujours été le cas. C'est un facteur colossal entre les deux, mais nous avions dit déjà que grâce aux constantes d'intégration, l'effet de ce facteur colossal, on pouvait le neutraliser complètement. Et cet effet que vous voyez là, c'est exactement le même que nous avions lorsque H n'était pas inversé. Lorsque H n'était pas inversé, on avait A carré de grand T à la transition et 1 sur A carré de grand T. Donc c'est exactement la même discontinuité que l'on a entre l'intérieur et l'extérieur maintenant et dans le nouveau cas que nous allons envisager maintenant. Ce qui change par contre, c'est que précédemment, on avait A carré de T, donc le facteur d'échelle ici, en facteur de dt2, et on a toujours le même facteur d'échelle A carré de T en facteur de dt2 à l'extérieur. Donc les effets du facteur d'échelle sont les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, au voisinage de notre masse. Tandis que maintenant, à l'extérieur on a A carré de t comme tout à l'heure, mais par contre à l'intérieur 1 sur A carré de t. Et ça signifie que, au fur et à mesure que le temps s'écoule, on va voir la discontinuité entre l'intérieur et l'extérieur évoluer au cours du temps. Et ça c'est nouveau. Et bien sûr, le fait d'avoir un effet en 1 sur A carré, alors qu'on a un effet en A carré à l'extérieur, eh bien ça implique directement qu'on a inversé le taux d'expansion à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc si on a H ici, on a moins H à l'intérieur. Cette inversion de grand H, en réalité, elle est rendue possible par la symétrie de nos équations sous la transformation de H en moins H, une symétrie dont je ne vous ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, et qui ressemble beaucoup à la symétrie d'inversion du temps des cadres standards. La symétrie que satisfont en fait toutes les équations fondamentales de la physique que l'on connaît,
lorsqu'on transforme t en moins t, lorsqu'on inverse le temps à la façon standard, à la façon habituelle. Et ça doit produire le renversement de h en moins h. Ce que nous disons maintenant, c'est que le taux d'expansion à l'intérieur du domaine choisit de prendre la valeur moins h, ici, qui est la même que celle du versant obscur, d'ailleurs, tandis qu'à l'extérieur, il choisit de prendre la valeur grand H. Et pourquoi est-ce que maintenant on s'autorise ce genre de choses, alors que en physique standard, par exemple, on n'inversait jamais le temps pour de bon? Eh bien tout simplement parce qu'on a une discontinuité. Le fait d'avoir une discontinuité et d'avoir un domaine intérieur et un domaine extérieur, ça permet d'imaginer que le temps s'est inversé dans le domaine intérieur par rapport au domaine extérieur. Ça permet d'imaginer qu'on a une condition initiale nouvelle où h s'est inversé à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Une chose importante à comprendre, c'est que dans le cas que nous avions envisagé jusqu'à maintenant, où h était continu, où il n'y avait pas d'inversion de h, eh bien sur des durées cosmologiques, ça permettait d'avoir l'expansion de l'univers du point de vue des horloges et des règles que nous avons sur Terre. C'est-à-dire c'est grâce à ce choix-là que si nous sommes sur Terre ici à l'intérieur, nous voyons l'univers tout entier sur les échelles de temps cosmologiques s'étendre. Par contre, avec ce nouveau choix, de notre point de vue, qui sommes sur Terre, si vraiment notre métrique est celle-ci, alors pour nous, tout le reste de l'univers se contracte. Donc l'univers n'est plus en expansion mais en contraction. Donc évidemment, puisque tous les observables cosmologiques nous disent que durant les derniers milliards d'années, l'univers était bien en expansion, et même en expansion accélérée, ce choix-là, en principe, est exclu par les observations. Donc si nous nous permettons maintenant de l'envisager, c'est juste que nous l'envisageons sur une période de temps très courte, donc transitoire, très petite par rapport aux durées cosmologiques. Il faut bien que ce soit l'autre choix, celui que nous ayons jusqu'à maintenant, qui soit valide sur les durées cosmologiques, pour ne pas avoir d'anomalie de redshift. Mais par contre, on peut imaginer que cette inversion de H se produise sur des durées très courtes, de manière transitoire, même peut-être régulièrement, mais toujours sur des durées très courtes cumulées. Alors effectivement, durant cette petite durée limitée, où on est dans ce régime-là, eh bien on doit voir l'univers se contracter. Ceci dit, je rappelle que sur un petit domaine autour d'une masse telle que la Terre, tous les effets d'expansion véritable et donc aussi de contraction sont complètement négligeables. Cela reste vrai. Et c'est pourquoi ici, je n'ai mentionné aucun effet du facteur d'échelle en facteur ici de la partie spatiale de la métrique. Mais il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir ce terme-là ici, cela veut dire qu'à très très grande échelle, loin de la Terre, on doit voir l'univers se contracter. Mais c'est donc un effet qu'on ne voit qu'à très grande échelle et pas à petite échelle à l'intérieur du système solaire. Donc les planètes ne s'éloignent pas du Soleil, mais elles ne se rapprochent pas non plus du Soleil à l'intérieur du système solaire. Nous allons voir maintenant que par contre, si l'on compare des références atomiques, des horloges ou des règles, situées de part et d'autre de la frontière, entre l'intérieur donc et l'extérieur, par exemple, une règle ou une horloge située sur Terre et une règle et une horloge située dans une sonde spatiale qui est à l'extérieur de notre domaine ici, on s'attend dans ce cas-là à mettre en évidence un effet qui est une signature parfaite de la théorie de la gravité réversant obscure, et cet effet est exactement l'anomalie des sondes pionnières. C'est une chose si impressionnante, si improbable et incompréhensible dans tout autre cadre théorique, et par contre une signature si parfaite et si spécifique qu'elle m'a convaincu, cette anomalie, que cette théorie était dans la bonne voie. Imaginons donc que nous ayons deux horloges identiques, initialement parfaitement synchronisées, mais l'une qui reste sur Terre, avec nous, qui sera notre référence, et l'autre que nous envoyons dans l'espace, dans une sonde spatiale. Par exemple, la voici. Et celle-ci nous transmet sous forme de signaux lumineux ces bips réguliers de l'horloge, nous permettant donc de comparer en permanence sa période, la période de l'horloge distante, avec la période de notre horloge locale. Évidemment, avec ce genre de système, on doit pouvoir mettre en évidence des effets Doppler liés au mouvement relatif de la sonde par rapport à la Terre. Et donc, on peut contrôler ainsi à tout moment la vitesse et l'accélération de la sonde spatiale, dans laquelle se trouve l'horloge distante.
Et c'est précisément pour ça qu'il y a en fait ce genre de système qui est implémenté dans les sondes, qui permet de faire ce qu'on appelle du tracking, de les suivre en vitesse et en accélération. Mais alors que doit-il se passer lorsque la sonde, qui est partie de la Terre, a franchi la discontinuité, cette espèce de frontière invisible, entre le domaine intérieur, soumis à moins grand H, et cela signifie quoi? Ça signifie que ici le temps décélère à un taux grand H, appelons-le H0 puisque c'est le H0 d'aujourd'hui, et le domaine extérieur, où au contraire on est soumis à grand H, ce qui signifie que ici le temps accélère à un taux H0. À partir du moment où la sonde a franchi la frontière, ce qu'on doit observer alors, c'est que le temps de l'horloge distante doit commencer à accélérer, c'est-à-dire que sa période va diminuer régulièrement par rapport à la nôtre, à un taux constant qui est 2H0, puisqu'on a moins H0 ici, plus H0 là, donc ça doit faire 2H0. Et on doit donc observer ici une dérive relative de la fréquence de l'horloge distante par rapport à la nôtre, de 2H0 qui vaut exactement cette valeur-là. Bien sûr, ce genre de blue shift anormal, on pourrait l'interpréter naïvement comme un effet Doppler, signalant que la sonde, tout à coup, se met à décélérer, à être ralentie, comme si elle était attirée un peu plus par le Soleil. Mais cela, ça serait l'interprétation fausse, car l'effet que nous décrivons n'a rien à voir avec un mouvement anormal de la sonde, mais seulement au fait que, tout à coup, la période de l'horloge distante, relativement à celle de l'horloge de référence, dérive. Elle dérive de la façon prédite par notre théorie. Dans les années 70, deux sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11, ont été envoyées aux confins du système solaire, suivant deux trajectoires et dans direction opposée, comme vous le voyez ici. Et voici un graphe, ici, de l'anomalie qui a été alors constatée des sondes Pioneer. Pour l'une des sondes, c'est en bleu foncé, et pour l'autre, c'est en rose, ici. Tout cela après avoir soustrait, bien sûr, tous les effets Doppler connus. Et ce qui était alors apparu, c'est que la fréquence radio reçue des sondes a commencé à accélérer par rapport à la fréquence de référence terrestre, exactement au taux de H0, un peu au-delà de l'orbite de Saturne. Donc comme vous le voyez, avant Saturne, c'est-à-dire avant 15 unités astronomiques, ici, on n'avait pas d'effet, on était compatible avec 0, compte tenu des barres d'erreur, et d'un seul coup, au-delà de Saturne, hop, on saute ici, et on reste à peu près stable, jusqu'à 45 unités astronomiques. Et c'est ça, cet effet-là que vous voyez là, c'est exactement un effet de dérive de l'horloge distante par rapport à l'horloge locale, qui a cette valeur-là, c'est-à-dire exactement 2H0. C'est donc exactement ce que l'on s'attendrait à voir pour une sonde franchissant la frontière entre un domaine intérieur et un domaine extérieur que nous avions considéré dans le cadre de notre théorie. C'est donc une signature incroyable de ce que nous attendions. Non seulement la valeur de la dérive, c'est-à-dire cette valeur-là, que vous voyez là, bien à peu près constante, mais aussi le fait qu'elle s'est déclenchée subitement, cette dérive, à une certaine distance du Soleil, c'est-à-dire à cette distance de entre 10 et 15 unités astronomiques. Bien sûr, habituellement, les gens ont plutôt essayé d'interpréter cette anomalie comme une décélération anormale, donc véritablement un mouvement anormal de la sonde, qui d'un seul coup subirait une accélération supplémentaire inattendue dirigée vers le Soleil, avec cette valeur-là. Mais cela, ça pose énormément de problèmes parce que si c'est vrai qu'un corps commence à être plus attiré par le Soleil au-delà de 15 unités astronomiques, alors toutes les planètes qui sont dans cette région-là, Uranus, Neptune, Jupiter, devraient également subir cette accélération supplémentaire. Et cela, on peut l'exclure par les observations. Donc l'effet observé ne concerne que la sonde Pioneer. Et par conséquent, il est difficile de l'interpréter comme une anomalie de mouvement, mais véritablement, comme nous l'avons dit, une anomalie de dérive temporelle des horloges distantes par rapport aux horloges locales. Des sceptiques pourraient faire remarquer que la sonde Pioneer, en fait, fonctionnait en mode miroir, c'est-à-dire qu'elle ne faisait que capter les ondes radio en provenance de la Terre et nous les renvoyer, de telle sorte qu'on ne devrait pas être sensible dans ce mode miroir, à une dérive des horloges de la sonde par rapport aux horloges terrestres. Mais il existait aussi un mode de secours permettant également de faire du tracking Doppler. Et dans ce mode-là, la sonde pouvait transmettre sa propre fréquence radio directement.
elle ne faisait pas que réfléchir le signal radio venant de la Terre. Elle envoyait sa propre fréquence radio. Et mon hypothèse, pour pouvoir expliquer l'anomalie des sondes pionnières, est que quelque chose a gravement perturbé, voire endommagé les systèmes radio, obligeant les sondes à fonctionner dans le mode de secours, dans le mode où elles émettent directement leur fréquence propre, mais que cela n'a pas été documenté dans les publications. En fait, il est probable que ce soit le franchissement de la frontière lui-même, donc de la discontinuité par les sondes, qui soit à l'origine de perturbations qui expliquerait en partie la détérioration du système lorsqu'il fonctionne en mode miroir. Et cela expliquerait en partie, à mon avis, les très grandes barres d'erreur que vous voyez ici entre 10 et 15 unités astronomiques. C'est une zone qui a été très perturbée et qui a obligé à permuter sur le mode de tracking direct. Mais pourquoi la discontinuité ici pourrait-elle avoir un effet physique sur les sondes qui la franchissent, alors que je vous ai toujours dit jusque-là qu'on pouvait neutraliser les effets des discontinuités? Eh bien, en réalité, neutraliser l'effet de la discontinuité, c'était possible lorsque cette discontinuité ne changeait pas au cours du temps. C'était le cas lorsqu'on n'inversait pas grand H. C'est-à-dire que la discontinuité restait toujours la même entre l'intérieur et l'extérieur. Tandis que maintenant, avec l'inversion de grand H, la discontinuité, on peut la neutraliser à l'instant grand T de la transition, mais ensuite, le temps s'écoule et cette discontinuité va varier au cours du temps. Et cette variation de la discontinuité, elle, on ne peut pas en neutraliser les effets. C'est-à-dire que ça va impliquer une différence de potentiel ici qui va augmenter au cours du temps. Cela, on ne peut pas du tout le neutraliser en choisissant des constantes d'intégration différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc cela implique un effet véritable, c'est-à-dire que quand un objet maintenant franchit la frontière entre le domaine bleu intérieur et le domaine bleu extérieur, il doit subir un effet, il doit subir une barrière de potentiel. Et c'est probablement cela, je pense, qui a dû perturber les sondes pionnières quand elles ont franchi cette frontière invisible. Notons que la perturbation ici, que vont ressentir les corps lorsqu'ils franchissent la frontière, elle peut être de très petite amplitude puisque cela dépend du temps pendant lequel la métrique intérieure et la métrique extérieure ont dérivé l'une par rapport à l'autre. Si elles ont eu beaucoup de temps de dériver l'une par rapport à l'autre, alors la barrière de potentiel va être un peu plus grande. Mais ça reste une barrière de potentiel faible et pas colossale comme celle qui fait passer de A à 1 sur A par exemple. Et c'est donc cette perturbation liée au franchissement de la discontinuité qui a obligé les personnes à utiliser le mode de tracking direct, non pas le mode de tracking miroir. Et c'est à cause de cela qu'ils ont pu être sensibles ici à la dérive de l'horloge de Pionnier par rapport à l'horloge terrestre. Et c'est cet effet que vous voyez ici, qui n'est donc pas une accélération anormale, contrairement à ce qui est représenté ici, mais qui est vraiment une dérive des horloges, anormale. Inutile de préciser que seule une discontinuité de champ comme celle que nous avons dans notre cadre peut produire ce genre d'effet. Ce genre d'effet est véritablement une signature parfaite du franchissement d'une discontinuité délimitant deux domaines. Donc nous sommes récompensés de notre audace d'avoir imaginé que H puisse s'inverser de façon transitoire. Donc je le répète, H doit rester continu durant l'essentiel de l'histoire de l'univers pour sauver le redshift cosmologique, pour toujours voir l'univers en expansion. Par contre, on peut imaginer que H s'inverse de façon transitoire ou récurrente, et cela produit de nouveaux effets explicatifs d'anomalies. Le premier effet, c'est celui que nous venons de voir. Nous expliquons l'effet Pionnier de manière parfaite. Un deuxième type d'effet que nous allons essayer maintenant de comprendre, ce sont les effets dits de fusion froide. Puisque nous venons de comprendre que les discontinuités de champ peuvent désormais se comporter comme de vraies barrières de potentiel, pouvant en particulier accroître ou diminuer l'énergie des particules qui les traversent, ou dévier la lumière, je me suis intéressé aux effets dits de fusion froide, bien qu'ils soient très controversés. Ces anomalies dites de fusion froide sont très diverses, mais elles sont presque toujours associées à des dégagements d'énergie très inattendus, des énormes excès d'énergie à basse température. Ces excès sont très supérieurs à ce que de simples réactions chimiques produiraient, mais a priori, ces excès ne sont pas non plus nucléaires, puisqu'ils ne produisent pas de rayonnement à haute énergie, de neutrons, d'électrons ou de photons, qui devraient nécessairement les accompagner, dans ce cas, d'après les lois de la physique nucléaire, s'il s'agissait de réactions nucléaires. Je n'ai pas le temps de développer tout cela ici en détail, mais ce que j'ai envisagé, c'est que la barrière de potentiel plus ou moins sphérique qui délimite un domaine
puisse en certaines circonstances s'effondrer de façon centripète vers le centre et écraser la matière qui se trouve à l'intérieur jusqu'à des densités et pressions fantastiques, produisant donc de l'énergie par ce travail de compression. Mais pas nécessairement des températures extrêmes, si le processus est très lent, et laisse à l'objet ainsi délimité le temps de rayonner la chaleur ainsi produite. Au final, à l'aboutissement de ce processus, on obtient ce que j'ai appelé des micro-foudres en boule, des objets ayant de telles densités qu'ils seront l'équivalent, mais en miniature, étant de très petite taille, étant micrométriques, l'équivalent des cadavres d'étoiles que seront les futures naines noires. On sait en effet que ces étoiles, les naines noires, seront l'aboutissement de l'évolution des naines blanches, et qu'elles seront ultra froides, tendant même vers le zéro absolu. Autant qu'elles sont d'ailleurs ultra denses, avec des densités de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Nos micro-foudres en boule, qui sont donc en fait des micro-naines noires, si on peut dire, elles sont stables, mais pas pour la même raison que les naines noires. Les naines noires sont stabilisées par la gravité, leur propre gravité, tandis que nous, on a un objet microscopique, donc qui n'est pas très gravifique, mais il est stabilisé par la barrière de potentiel discontinu qu'il a écrasée. Cette barrière de potentiel, même si elle est faible, comme elle est discontinue, elle peut vaincre la force de répulsion entre les particules piégées à l'intérieur de l'objet. C'est ça qui est assez extraordinaire. Même une barrière de potentiel très, très faible, si elle est vraiment discontinue, alors elle est plus forte que toutes les forces de répulsion continues qui tendent au contraire à faire exploser l'objet. La seule condition pour que cela soit possible, pour que l'objet n'explose pas, c'est qu'il soit à faible température. C'est-à-dire que les particules à l'intérieur soient froides, à des énergies cinétiques insuffisantes pour surmonter la barrière de potentiel et s'échapper. De telles foudres en boule pourraient exister en des tailles très variables, jusqu'à des dizaines de centimètres pour les plus grosses, produites dans les éclairs d'orage. Ce sont les vraies foudres en boule dont vous avez peut-être entendu parler. Et celles-ci devraient donc aussi leur stabilité à des discontinuités de champ. Elles pourraient même être les précurseurs en s'effondrant des micro-foudres en boule, qui sont plus petites. Ces micro-foudres en boule qui sont donc des sortes de naines noires miniatures ultra denses et ultra froides, confinées par une petite discontinuité de champ. Ce qui est fascinant avec ces objets, c'est qu'il devient possible de concevoir des réactions nucléaires à l'intérieur, mais des réactions nucléaires multicorps, faisant intervenir de nombreux corps, de nombreux noyaux. Des réactions qui émettraient des particules de haute énergie, comme toutes les réactions nucléaires, mais ces particules de haute énergie perdraient toute cette énergie par diffusion multiple dans un objet aussi dense, avant de pouvoir s'en échapper. Donc à l'intérieur de la micro-foudre en boule, même si vous avez des particules de très haute énergie qui sont produites par des réactions nucléaires, il faut encore que ces particules de très haute énergie puissent s'en échapper. Et pour s'en échapper, ça va être difficile parce que la matière est très très dense et donc les particules vont en fait rebondir un très grand nombre de fois sur les noyaux avant de pouvoir s'échapper. Et grâce à cette diffusion multiple, elles vont perdre leur énergie cinétique et elles vont ressortir, si elles le peuvent, froides, c'est-à-dire ralenties. Et voilà donc pourquoi on n'observe pas des radiations nucléaires, c'est-à-dire des particules de haute énergie émises par ces objets, ou du moins pas en grande quantité. Seules quelques rares particules émises à haute énergie pourraient être détectées si elles sont émises près de la surface. Elles pourraient donc s'en échapper avec une grande énergie et être détectées à haute énergie. On a donc quasi-absence de rayonnement nucléaire détectable, bien qu'en présence d'importants dégagements d'énergie, puisqu'il y a des réactions nucléaires à l'intérieur de l'objet. Et cerise sur le gâteau, grâce à ces objets exotiques, on explique aussi une troisième catégorie d'observations qui semble signer l'existence de ces objets ultra-denses. Ce sont des objets qui laissent des traces étranges dans les détecteurs, des traces très différentes de celles de particules élémentaires. On les appelle des traces étranges. Et vous trouverez de nombreuses informations dans des publications et articles de synthèse sur mon site internet à ce propos. Ici, je n'ai fait que dresser la liste de ces propriétés exotiques. Donc ces objets ne sont pas des particules élémentaires, puisqu'ils ont des tailles variables. Ils semblent s'évaporer au fur et à mesure qu'ils se propagent dans la matière. Ils sont extrêmement chargés et magnétiques. Ils peuvent traverser la matière. Ils sont très lumineux, souvent. Et ils présentent ce qu'on appelle une discontinuité de température en surface. Donc ce qui serait exactement la signature de la frontière, la discontinuité de frontière qui a confiné l'objet.
ils ont également des anomalies d'inertie. Voici un certain nombre de photographies qui ont été prises par des chercheurs qui ont étudié ces objets. Et là, par exemple, un chercheur qui s'appelle Schuder a analysé la composition du matériau et la propriété du matériau à l'intérieur et à l'extérieur de cette espèce de trou de verre qui a été laissé par l'objet. Et il a démontré qu'entre l'intérieur et l'extérieur, il y avait un gradient de 2600 degrés. Donc une différence de température de 2600 degrés, ça qui s'est produite sur une distance de la fraction de micron. Et il en a déduit qu'il y avait donc entre l'intérieur et l'extérieur un gradient de plus de 26 000 degrés par micron. C'est exactement la signature que l'on attend d'une discontinuité, puisqu'une discontinuité, ici, un potentiel discontinu, devrait produire une discontinuité de température également entre l'intérieur et l'extérieur. Voici d'autres photos de ces objets étranges qui parfois semblent disparaître et réapparaître, comme vous le voyez ici. Laisser des traces comme des traces de chenilles. Voici d'autres photos extrêmement énigmatiques de ces objets. Vous voyez ici qui semblent tournoyer dans un champ magnétique. Et par conséquent, naturellement, la question qu'on va se poser maintenant, c'est de tels objets, s'ils existent, pourraient-ils constituer la matière noire? Pour l'envisager, la première question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est l'origine de cette matière noire, donc c'est-à-dire quelle est l'origine de ces objets? Comment se sont-ils formés? Eh bien, l'hypothèse la plus naturelle, c'est que ces objets aient été formés par des trous noirs, parce que les trous noirs vont comprimer la matière jusqu'à des densités fantastiques. Mais il faut que ce soit des trous noirs qui sont sur l'autre versant. En effet, les trous noirs de l'autre versant, qui compriment de la matière à des densités fantastiques, nous avons envisagé déjà que cette matière puisse s'échapper de l'autre versant pour venir sur notre versant à nous. Donc la matière extrêmement compactée, écrasée des trous noirs de l'autre versant, si cette matière s'échappe et nous revient sur notre versant à nous, elle pourrait constituer cette matière noire. Il faudrait donc qu'elle soit dispersée dans notre univers sous forme de myriades de ces micro-foudres en boule. Celles-ci ont des bonnes propriétés pour être la matière noire. Déjà, elles sont non collisionnelles. En effet, la matière y est si concentrée qu'elles ont une section efficace d'interaction très faible avec la matière normale. Elles se comporteraient donc parfaitement comme de la matière noire non collisionnelle. Et leur origine serait donc de la matière compressée par les trous noirs de l'autre versant. Cette matière noire, on le sait, était déjà là à l'époque où l'univers était parcouru d'ondes acoustiques, c'est-à-dire au-delà d'un redshift de 1100. Et cela, on le sait, grâce aux propriétés de l'image que nous avons de cette époque, l'image du bruit de fond cosmologique. Donc cette matière, ces micro-foudres en boule, devaient donc être déjà présentes à cette époque. Et l'hypothèse la plus naturelle, c'est qu'elles ont été injectées dans notre versant entre donc 1100 et un redshift beaucoup plus grand, 1 milliard, celui de la nucléosynthèse primordiale. Car si cette matière a été injectée à un redshift plus élevé, alors ces micro-foudres en boule pourraient avoir été détruites par les très hautes températures qui régnaient à cette époque-là. Et en plus, ces micro-foudres en boule auraient peut-être détérioré le bon accord avec les abondances chimiques que l'on déduit de la nucléosynthèse primordiale. Il faut aussi que cette matière noire ait été injectée à un très grand redshift par rapport à 1100. Pourquoi? Eh bien pour ne pas trop modifier la densité de l'univers. Lorsque l'univers était extrêmement dominé par le rayonnement, c'est-à-dire à très grand redshift par rapport à 1100, alors là on peut imaginer que cette matière a été injectée, car à cette époque-là, cette matière donc aurait été dominée par l'énergie du rayonnement et on ne verrait pas les effets sur le taux d'expansion. Tandis que si on injecte cette matière trop près de 1100, elle modifierait le taux d'expansion de façon significative. Donc non seulement on a un nouveau candidat matière noire, assez extraordinaire, mais en plus, si les trous noirs sont capables de se vider de leur énergie, de leur matière en la transférant sur l'autre versant, comme c'est le cas pour les trous noirs du versant obscur dans ce scénario, il doit en être de même pour les trous noirs de notre versant. C'est-à-dire que les trous noirs de notre versant, ceux que l'on observe, qui sont stables sur de longues durées, en réalité ces trous noirs sont en train de se vider de leur matière vers l'autre versant. Si l'on est dans le référentiel qui accompagne la chute de la matière à l'intérieur du trou noir, lorsqu'il s'effondre, ce processus qui permet au trou noir de se vider et de perdre sa matière dans l'autre versant peut être extrêmement court, extrêmement rapide. Mais vu de l'extérieur, par nous observateurs qui sommes loin du trou noir,
Ce processus peut prendre des milliards d'années et donner l'impression qu'on a affaire à un trou noir stable sur des longues durées. Alors qu'en réalité, on a un pseudo-trou noir qui est en train de disparaître en transférant sa matière sur l'autre versant. Ce transfert de matière évite donc ainsi le problème de la singularité centrale des trous noirs. Les trous noirs ne se compriment pas à l'infini puisqu'ils perdent de la matière sur le versant opposé. Vous voyez que les inversions transitoires de H sont véritablement très fructueuses. Elles permettent d'imaginer des effets de type pionnier, elles permettent d'imaginer des effets de type fusion froide, et nous voyons maintenant que nous avons un nouveau candidat matière noire. Mais il y a encore d'autres conséquences que l'on peut imaginer du fait d'avoir des domaines dans lesquels H s'est inversé. Nous avions expliqué tout à l'heure pourquoi on ne peut pas envisager sur des longues durées cette inversion de H dans le domaine où se trouve la Terre ici. Si cela se produisait sur des très longues durées, alors on n'aurait plus l'expansion de l'univers du point de vue de la Terre, mais du point de vue de la Terre, on verrait au contraire l'univers se contracter. Et c'est pourquoi ce phénomène il doit être transitoire, se produire sur des faibles durées, pour expliquer l'effet pionnier notamment. Mais imaginons maintenant que ce phénomène se produise non pas dans un domaine autour de la Terre, comme ici, comme nous l'avons envisagé tout à l'heure, mais dans un domaine autour d'un trou noir lointain, comme vous le voyez ici. Donc, le trou noir lointain est dans un domaine où H s'est inversé, tandis que la Terre, elle, comme ça a toujours été le cas durant l'expansion de l'univers, pratiquement presque toujours, elle est dans un domaine où H n'est pas inversé. Qu'est-ce qu'on s'attend à observer dans ce cas-là? Eh bien, tout à l'heure, dans le cas de l'effet pionnier, on avait un décalage, un blue shift anormal des horloges de Pionnier par rapport aux horloges de la Terre. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Du point de vue du trou noir, on doit avoir un décalage, c'est-à-dire un blue shift, des horloges de la Terre par rapport aux horloges du trou noir. Mais si on le prend en sens inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue de la Terre, on doit avoir un redshift anormal de 2H des horloges du trou noir par rapport aux horloges de la Terre. Et cela, ça doit avoir des conséquences importantes. Lorsqu'on a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et qui vont fusionner, ces trous noirs émettent des ondes gravitationnelles qui ont une certaine période. Eh bien, cette période des trous noirs, de rotation des trous noirs l'un autour de l'autre, cette période, elle a dû se décaler dans le temps par rapport aux périodes de nos horloges terrestres. Et ceci bien avant que les trous noirs en fusion commencent à émettre leurs ondes gravitationnelles. Insistons là-dessus, même avant que deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre commencent à se rapprocher suffisamment pour émettre des ondes gravitationnelles, même avant cela, leur période de rotation de l'un autour de l'autre devait déjà dériver par rapport à la période de référence des horloges terrestres. Par conséquent, quand nous sommes sur Terre et que nous recevons ces ondes gravitationnelles, ces ondes-là doivent être redshiftées non seulement durant leur voyage, et ça c'est le redshift normal, que l'on a aussi pour la lumière lorsqu'elle voyage sur des distances cosmologiques, et on l'a aussi pour les ondes gravitationnelles, mais à ce redshift-là, on doit additionner le redshift anormal supplémentaire qui s'est produit avant même que les trous noirs émettent leurs ondes gravitationnelles. Et ce redshift additionnel des ondes gravitationnelles doit donc être pris en compte pour ne pas surestimer la masse des trous noirs. Si on ne le prend pas en compte, on va avoir l'impression que les trous noirs sont trop massifs. Et c'est exactement le problème que l'on a aujourd'hui. Depuis plusieurs années, les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté des fusions de trous noirs. Et ils ont observé que ces trous noirs étaient véritablement très massifs par rapport à ce à quoi on s'attendait. Ils ont des masses typiquement de l'ordre de 30 masses solaires, un certain nombre d'entre eux, ce qui est difficile à expliquer par les modèles d'effondrement stellaire. Nous pouvons peut-être expliquer cette anomalie. Cette anomalie serait due au fait qu'il y a eu un redshift anormal qui a précédé le redshift normal, et si on en tient compte, alors on peut retrouver une masse des trous noirs qui peut être tout à fait celle que l'on attend des effondrements stellaires, c'est-à-dire entre 10 et 12 masses solaires et non pas 30 masses solaires. Voici donc une anomalie supplémentaire que nous sommes en mesure d'expliquer de façon très convaincante puisque très simple. Puisque nous en sommes à identifier toutes les anomalies possibles liées à la présence de nos discontinuités de champ, voyons maintenant si ces discontinuités peuvent affecter aussi la propagation de la lumière et provoquer des anomalies optiques.
En principe, un facteur d'échelle en temps conforme, comme ici, multiplie tout l'intervalle spatio-temporel, comme vous le voyez ici. Et donc, pour de la lumière, ou même toute particule sans masse, cet intervalle spatio-temporel étant nul, A de t n'a aucun effet. Il n'a donc aucun effet sur la trajectoire des rayons lumineux. Donc, même s'il y a des discontinuités et de possibles barrières de potentiel liées à l'inversion de A de t, dans une métrique comme celle-ci, cela ne pourrait à la limite affecter que les particules massives, et pas la lumière franchissant ces discontinuités. Par contre, au voisinage d'une masse, comme la Terre par exemple, ou le Soleil, la métrique est quasiment celle de Schwarzschild, et nous l'avons approximée par cette forme, que vous voyez là, qui est contestable car elle suppose qu'il n'y a plus aucun effet du facteur d'échelle sur la partie spatiale de la métrique. Ici, il n'y a pas de A de t. En réalité, les effets du facteur d'échelle pourraient être plus subtils, comme par exemple dans cette métrique-là, que vous voyez ici, dite métrique de McVitie, qui est la métrique créée par une masse isotrope, une source sphérique, plongée dans un fond de densité homogène. Cette métrique est instructive, bien qu'elle ne puisse s'appliquer au système solaire, puisque nous n'y avons rien qui ressemble de près ou de loin à un fond de densité homogène. Ici, c'est le fait de retrouver A de t, ici, le facteur d'échelle, en facteur de la partie spatiale de la métrique, mais aussi dans le potentiel, A de t ici. C'est cela, le fait de les trouver donc aux deux endroits, c'est cela qui au final provoque une compensation et supprime les effets observables de l'expansion à petite échelle. Donc le A de t est à la fois en facteur de cette exponentielle, mais on le trouve à l'intérieur de l'exponentielle aussi. Toujours est-il qu'on peut remarquer que dans cette forme-là, on a toujours le facteur d'échelle au carré en facteur de l'intervalle spatio-temporel tout entier. Et par conséquent, exactement comme pour tout à l'heure, cela ne devrait pas avoir d'effet sur la propagation de la lumière, même si ce terme-là subit une discontinuité. Ceci dit, le A de t intervient aussi dans le potentiel, donc au bout du compte, il n'est pas du tout facile de deviner ce qui va se passer en cas de discontinuité. Ce que nous avons supposé en écrivant la métrique sous cette forme, dans laquelle il n'y a pas le A carré de t en facteur de la partie spatiale de la métrique, ce que nous avons supposé en faisant ça, c'est qu'à l'intérieur du domaine, il n'y a plus strictement aucun effet du facteur d'échelle sur les éléments spatiaux de métrique, puisqu'ils sont figés ici, il n'y a pas d'effet de A de t. Ce n'est pas du tout anodin de supposer ça, mais c'est une possibilité qui a véritablement du sens dans le cadre de notre théorie. Dans ce cas, comme le facteur G00 et les facteurs GI évoluent différemment en fonction du facteur d'échelle, celui-ci en dépend et ceux-là n'en dépendent pas, si on a cette métrique à l'intérieur de notre domaine, comme c'était le cas ici, alors on s'attend à des effets sur la lumière venant de l'extérieur, dont les rayons vont être déviés lorsqu'ils vont franchir la frontière ici entre le domaine extérieur et le domaine intérieur, donc la frontière en rouge. Finalement, il se pourrait donc, mais c'est quelque chose à prendre avec un énorme point d'interrogation, que les discontinuités de notre théorie, elles aient aussi des effets optiques, qu'elles dévient la lumière. C'est une chose que nous sommes tentés d'envisager, d'autant plus qu'il y a actuellement une sorte de faisceau d'anomalies qui semblent toutes pouvoir s'interpréter de cette façon. Ce sont ces anomalies que je vais maintenant décrire. Il y a tout d'abord des anomalies aux grandes échelles du spectre de puissance du fond cosmologique, le CMB, plus particulièrement dans le quadrupole et l'octopole. Et ces anomalies semblent indiquer des directions privilégiées corrélées avec le plan de l'écliptique, le plan de notre système solaire, mais aussi le plan de la galaxie. Et ce genre d'effet, c'est précisément ce que pourrait produire la déviation des rayons lumineux qui nous arrivent du fond diffus, donc leur plus ou moins grande focalisation vers l'instrument Planck qui les observe, ceci en fonction de leur angle d'incidence par rapport à la surface d'un dioptre non sphérique autour de ce point d'observation. Ce dioptre, donc, c'est notre discontinuité, qui implique une différence relative d'indice optique effectif provoquée par le saut de potentiel des éléments de métrique. Voilà donc une possible interprétation, une possible explication des anomalies à grande échelle du fond diffus. Des publications récentes annoncent aussi des anomalies d'anisotropie apparente dans la lumière que nous recevons de sources lointaines.
Les anisotropies, cela signifie que les propriétés de la lumière ne semblent pas être les mêmes en fonction de la direction d'où vient la lumière. C'est le cas en particulier pour le rayonnement X en provenance des amas de galaxies lointaines. C'est aussi le cas pour la lumière qui nous parvient des supernovae. Et à nouveau, pour ces deux phénomènes, pour ces deux apparemment effets d'anisotropie, une plus ou moins grande focalisation de la lumière en fonction de sa direction incidente pourrait peut-être l'expliquer. Toujours grâce à notre saut de potentiel, à notre discontinuité située sur une espèce de surface non sphérique du point de vue de la Terre. Et puis il y a également l'anomalie qu'on appelle Alens du fond diffus cosmologique. De quoi s'agit-il ? Comme je l'ai déjà évoqué, on peut, en étudiant les fluctuations du fond diffus cosmologique, mettre en évidence l'effet des potentiels gravitationnels des structures qui ont été traversées par la lumière qui nous vient du fond diffus, car ces structures produisent des effets avec une signature très spécifique, des effets de lentilles gravitationnelles. Et il est même possible de construire une observable optimisée pour mettre en évidence ce genre d'effet. Donc l'effet des potentiels traversés par la lumière qui nous arrive du fond diffus. Cette observable optimisée pour mettre en évidence cet effet, c'est ce qu'on appelle une fonction de corrélation à 4 points que l'on peut construire à partir de l'image du fond diffus. Et même à partir de cela, on peut reconstruire le spectre de puissance des potentiels traversés. Et le résultat est en très bon accord avec ce que l'on attend dans le cadre du modèle standard. Les potentiels sont bien là, ils produisent les effets prévus. L'ennui, c'est que si on revient maintenant au spectre de puissance de température du CMB, qui lui est obtenu à partir de la fonction la plus simple d'autocorrélation à 2 points, et pas à 4 points, il semble par contre y avoir un effet dans ce spectre qui lisse les fluctuations aux petites échelles par rapport à celles aux grandes échelles, et ceci de façon inattendue. C'est une anomalie à presque 3 écarts standards. Et cette anomalie est quantifiée par un nouveau paramètre que l'on introduit et que l'on appelle Alens. Lens comme lentille. De notre point de vue, on pourrait interpréter cela en disant qu'il existe un effet qui affecte la lumière sur son trajet, en plus de celui bien connu des lentilles gravitationnelles. Cet effet bien connu des lentilles gravitationnelles par les potentiels est celui qui est indépendamment mesuré et en bon accord avec les observations, d'après ce que nous avons dit juste avant. Mais peut-être qu'il y a un autre effet qui se rajoute à ça, et que cet effet-là, nous le voyons dans le spectre de puissance de température, et peut-être que ce sont nos discontinuités, réparties probablement un peu partout au voisinage des structures, qui lissent les fluctuations aux petites échelles. Au bout du compte, c'est donc bien en tout cas un faisceau d'anomalies que nous avons à faire ici, et qui toutes semblent pointer vers des effets inattendus sur la propagation de la lumière. Et l'avenir nous dira ce qu'il fallait en penser.